Dans cette vidéo, je vais revenir sur le théorème de la limite de la dérivée dans sa version C1 et on va l'étendre au cas des dérivées d'ordre supérieur. Donc le plan, ça va être de rappeler l'énoncé en version C1, de voir l'extension en version CK qui permettra d'énoncer aussi une version C infinie. Et justement, on utilisera cet énoncé en version C infinie pour montrer qu'une certaine fonction, définie de manière un petit peu compliquée, est de classe C infinie, ce qui est l'exemple principal d'utilisation de cette généralisation du théorème. Je rappelle donc l'énoncé du théorème de la limite de la dérivée pour montrer qu'une fonction est de classe C1. On se place sur un intervalle non trivial de R. On prend une fonction f définie sur cet intervalle I à valeur complexe. Dans la pratique, c'est presque toujours à valeur réelle, mais ça ne coûte pas plus cher de prendre la fonction à valeur complexe. Et on pourrait même la prendre à valeur vectorielle pour être honnête. On prend un point A de l'intervalle. En général, il s'appelle 0 dans les exercices. On suppose que la fonction f est de classe C1 sur l'intervalle privé de A, et je rappelle que ça ne signifie pas que la fonction ne soit pas dérivable en A, puisqu'au contraire, on va montrer que c'est le cas. C'est-à-dire qu'au début, on suppose qu'on ne sait pas encore si la fonction est dérivable en A, ni si sa dérivée est continue en A. Mais on fait l'hypothèse que la dérivée f' possède une limite finie en A, auquel cas le théorème nous permet d'affirmer que f est de classe C1 et que cette limite de f' en A, c'est précisément la dérivée au point A. Ce qui est logique puisque la dérivée est continue. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne en version CK. C'est donc pour généraliser. Si je prends un entier strictement positif, qui peut valoir 1, qui peut valoir 2, 250, ce que vous voulez, à ce moment-là, donc je suppose toujours que la fonction f est continue sur tout l'intervalle. Je suppose maintenant qu'elle est de classe CK sur l'intervalle privé de A. Ce qui veut dire qu'au point A, je ne sais pas si la dérivée première existe, ni la dérivée deuxième, etc., jusqu'à la dérivée km. Par contre, ce que je sais, c'est que toutes les dérivées, depuis la dérivée première jusqu'à la dérivée km, toutes ces dérivées admettent une limite finie au point A, que je note L indice I. Alors, sous cette hypothèse, en faisant en fait une itération du théorème en version C1, on arrive à montrer que f est de classe CK, c'est-à-dire que le théorème, on l'applique une première fois pour montrer qu'elle est de classe C1, puis on l'applique à sa dérivée pour montrer qu'elle est de classe C2, et ainsi de suite, jusqu'à montrer que cette fonction est de classe CK, et toutes les limites qu'on a obtenues sont les valeurs des dérivées successives au point A. Donc je ne détaille pas plus la démonstration de cette version CK, comme je disais, c'est simplement une application répétée du théorème de classe C1 pour obtenir les dérivations successives. Et puisque ce théorème est valable pour n'importe quel cas réel, on peut en déduire par récurrence que ça marche aussi pour la classe C infinie, c'est-à-dire si on suppose que la fonction f est de classe C infinie sur l'intervalle privé de A et que chacune des dérivées successives possède une limite finie au point A, alors la fonction f est de classe C infinie et ses limites, là aussi, sont égales aux valeurs des dérivées successives de f au point A. Et c'est cette version du théorème qu'on va appliquer sur un exemple particulièrement emblématique. L'exemple, c'est celui-ci. On définit une fonction f de R dans R par cette formule, ou plutôt ces formules. Sur R-, la fonction est identiquement nulle, et sur R plus étoile, elle est donnée par cette formule. Si on trace le graphe de cette fonction, on va avoir donc 0 partout ici, puis quand x augmente, quand x tend vers 0, moins 1 sur x tend vers moins l'infini, de ce côté-ci, ce qui fait que ceci tend bien vers 0. On va avoir la continuité, d'ailleurs, on la vérifiera dans un petit instant. Et ce qui se passe, c'est que 1 sur x diminue, donc moins 1 sur x augmente, et l'exponentielle augmente, et elle a une limite 1 en plus l'infini.
Et le graphe de la fonction va être quelque chose comme ça. Une fonction qui augmente. Avec ici, on verra qu'il y a une pente nulle. En fait, on va voir que toutes les dérivées successives en 0 sont nulles. Et puis après, donc, la dérivée augmente. Et elle augmente de moins en moins vite pour ensuite s'approcher indéfiniment de cette asymptote. Donc voilà à quoi ressemble le graphe de cette fonction. Et ce qui n'est pas du tout évident a priori, c'est que le recollement est de classe C infini. Donc on va faire la liste des vérifications à effectuer. On va d'abord vérifier qu'elle est de classe C infini sur R privé de 0, ça c'est complètement immédiat. Vérifier la continuité en 0, c'est complètement immédiat, j'ai même fait cette vérification oralement. Et surtout, c'est là qu'il y a du travail, montrer que toutes les dérivées successives de f admettent une limite finie en 0. Et là, c'est bien plus délicat, puisqu'il va falloir voir ce qu'on peut dire, comment on peut exprimer les dérivées successives de la fonction exprimée par ceci. Alors déjà, le caractère c'est infini, sur cet intervalle moins l'infini 0 ouvert, la fonction est identiquement nulle, on sait très bien qu'elle est de classe c'est infini, et puis sur 0 plus l'infini, cette fonction est notoirement de classe c'est infini. On l'injecte dans l'exponentielle qui est de classe C infini sur R. Donc par composition, aucune difficulté pour justifier que f est de classe C infini sur cet intervalle de droite. Donc ça, c'est la vérification de ce premier point. La vérification du deuxième point, là aussi c'est complètement immédiat. On a une limite nulle à gauche et à droite. Donc à gauche, il n'y a même pas besoin de parler à la limite de limite, puisque la restriction de f à cet intervalle fermé est déjà continue, donc on a la continuité à gauche, et pour la continuité à droite, c'est une simple composition de limites. Donc je ne passe pas plus de temps là-dessus, et je vais me concentrer sur la partie qui mérite un petit peu de travail, à savoir montrer, qui mérite pas mal de travail, vérifier que les dérivées successives de f admettent une limite finie en 0. Alors attention à ne pas aller trop vite. On pourrait avoir dans l'idée que les dérivées successives ont une expression très simple, et ce n'est pas vraiment le cas. Donc, je vais montrer déjà le calcul des premières dérivées. Alors, ah oui, pardon, c'est vrai que à gauche, toutes les dérivées successives sont nulles, donc évidemment qu'elles ont une limite nulle à gauche en 0. Ce qui reste à faire, c'est voir ce qui se passe quand on tend vers 0 à droite par valeur strictement positive. Donc, comme je disais, on va calculer les premières dérivées. On va partir de cette expression. Je dérive formellement et j'obtiens cette expression. Donc je dérive ce qui est dans l'exponentielle, ça donne du 1 sur x carré, ça vient en facteur. Et alors attention, une erreur classique, ça serait d'écrire que f seconde de x vaut 1 sur x puissance 4 exponentielle moins 1 sur x. Mais ce calcul est faux, puisqu'il faut dériver ceci comme un produit. Pardon, il y a bien un des deux termes qui est celui-ci, celui obtenu en gardant ce facteur tel quel et en multipliant par la dérivée du deuxième. Mais il y a aussi un terme où on dérive ceci fois ça. Donc cette dérivée s'exprime comme ceci. Donc le terme 1 sur x puissance 4, c'est 1 sur x carré fois la dérivée de ça. Et puis le terme en moins 2 sur x cube, c'est la dérivée du 1 sur x carré. Alors pour être plus précis, je pars du x puissance moins 2 quand je dérive, ça fait moins 2 x puissance moins 3. Et quand on doit dériver des expressions de ce genre, qui au départ semblent être des quotients, il vaut mieux les écrire avec des exposants négatifs pour que le calcul de dérivée soit le plus économique possible. À l'étape suivante, quand on dérive, donc cette partie-là qui s'écrit x puissance moins 4 moins 2x puissance moins 3 admet pour dériver moins 4x puissance moins 5 plus 6x puissance moins 4. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a ça fois la dérivée de ça, ce qui va donc faire 1 sur x carré fois ça. Ça va faire donc 1 sur x carré fois ça, ça va faire x puissance moins 6 moins 2x puissance moins 5.
Et en regroupant, on va donc avoir x puissance moins 6, moins 6x puissance moins 5, plus 6x puissance moins 4, ce qui va s'afficher comme par magie. Voilà. Donc voilà les calculs des 3 premières dérivées. Et on voit que ça va donner des expressions de plus en plus compliquées. Mais on va pouvoir résumer ça d'une manière pas si compliquée, en mettant tout au même dénominateur. C'est ce que je fais ensuite. Donc voilà, j'ai mis tout au même dénominateur. Donc j'ai mis en facteur x puissance moins 2 ici, il y a juste 1. Ici, je mets x puissance moins 4, j'ai ce 1 moins 2x. La troisième fois x puissance moins 6, j'ai cette expression. Et on voit que même si les expressions ici deviennent de plus en plus compliquées, elles ont comme point commun d'être des expressions polynomiales. D'ailleurs, on peut remarquer que pour la dérivée d'ordre 0, j'ai quelque chose du même ordre. Je vais même écrire x puissance moins 0 ici, par une petite coquetterie. On peut voir donc qu'on a des puissances négatives de x, mais qui sont à chaque fois les exposants pairs. X puissance moins 0, x puissance moins 2, moins 4, moins 6. Après, ça sera moins 8 et moins 10. L'exponentielle moins 1 sur x qui reste en facteur et une expression polynomiale. Donc l'étude des premiers termes permet de conjecturer que ça marche pour toutes les dérivées successives, c'est-à-dire que pour chaque entier i, la dérivée im de f admet cette expression où on a là un certain polynôme qu'on n'est pas obligé d'expliciter, on n'en aura pas besoin pour la suite du raisonnement, xi, x puissance moins 2i et cette exponentielle. Et ça, je vais le démontrer par récurrence. Bien entendu, rien ne vous empêche de mettre la vidéo en pause et de rédiger cette récurrence au brouillon. En tout cas, je vais la présenter maintenant. Donc pour tout i, je note di et l'assertion qui est « il existe un polynôme réel pi » tel que pour tout x on ait cette relation. Et attention à bien quantifier le polynôme pi avant. Ce polynôme ne dépend pas de x. Le nombre pi de x dépend de x, mais le polynôme pi est indépendant de x. C'est le même pour tout le monde. Il est donc à quantifier avant le pour tout x. Alors bien entendu, précédemment, on a vérifié D0, D1, D2 et D3, mais pour rédiger une récurrence standard, je me contente d'initialiser en affirmant que D0 est vrai. Et c'est un théorème d'existence, c'est une propriété d'existence qu'on cherche à démontrer. Donc pour justifier cette existence, on donne une condition suffisante sur le polynôme P0. Par ailleurs, on peut tout à fait démontrer qu'il est unique. Il est forcément unique. Et je vous laisse en exercice le fait de montrer qu'en cas d'existence, il est unique. Mais moi, c'est l'existence qui m'intéresse pour le raisonnement en cours. On va passer maintenant à l'hérédité. Je prends un entier i, je suppose que pour cet entier i, l'assertion di est vraie. On peut donc considérer, puisqu'on a supposé son existence, un polynôme réel pi qui vérifie cette identité. Maintenant, ceci étant vrai pour tout x, je peux dériver cette identité et j'obtiens, en dérivant ce produit de 3 facteurs, à chaque fois je vais avoir l'exponentielle moins 1 sur x en facteur. Le premier terme, j'ai juste dérivé le pi, donc ça donne pix' de i fois x puissance moins 2i fois l'exponentielle. Deuxième terme, je dérive le x puissance moins 2i. Je vais donc garder pi de x, la dérivée de ça, ça fait moins 2i x puissance moins 2i moins 1. Et enfin, troisième terme, je dérive l'exponentielle. Je dérive donc ce qui est dans l'exposant, ce qui fait apparaître 1 sur x carré en facteur, ce qui revient à x puissance moins 2. Et on a donc pi de x fois ça, fois x puissance moins 2, fois l'exponentielle. Et je vais maintenant mettre au même dénominateur, ou plutôt mettre ce x puissance moins 2i moins 2 en facteur, ce qui fait apparaître cette expression-là. On constate que cette expression-là, comme prévu, est polynomiale. Je vais donc donner un nom à cette expression polynomiale. Je note P indice i plus 1, ce polynôme, x carré, bon bref, tout ça. C'est bien un polynôme réel. On a vérifié
qui satisfait cette identité, et ça prouve l'assertion DI plus 1. On a trouvé un polynôme PI plus 1 qui marche, on a donc bien démontré son existence. On peut conclure par récurrence que pour tout i, l'assertion DI est vraie, c'est-à-dire ceci. Et maintenant qu'on a ça, ne perdons pas de vue quel était notre objectif, c'était de montrer que ceci a une limite finie quand x tend vers 0, et même plus précisément que cette limite vaut 0. Et vous allez me dire, mais ce polynôme on ne le connaît pas, mais c'est pas grave, un polynôme, c'est une fonction qui est continue sur R, donc on sait très bien que ceci tend vers le nombre PI de 0 quand x tend vers 0 par valeur strictement positive. Ça c'est une limite finie, et il nous reste à vérifier que ce qui est en facteur ici tend vers 0, ce qu'on va faire par un raisonnement de croissance comparée. Je voudrais juste mentionner, avant de venir à ça, que si vous regardez un peu les polynômes qu'on a trouvés pour les premières étapes, vous pouvez voir qu'ils prennent tous la valeur 1 en 0. On n'en a pas besoin pour la suite, mais c'est une constatation qui est assez remarquable, et logiquement, il doit y avoir un moyen de s'en rendre compte. Et si vous regardez la formule de récurrence qu'on a obtenue, elle est ici. Vous pouvez voir que si on applique ça en 0, on obtient que PI plus 1 de 0 est égal à PI de 0, d'après cette relation de récurrence, ce qui montre que les nombres de la forme PI de 0 valent tous la même chose, et comme les premiers termes valent 1, eh bien tous les termes de cette suite sont égaux à 1, donc il n'y a pas de surprise quant à cette constatation qu'on avait faite. Donc je fais cette remarque en passant, mais en réalité on n'en a pas du tout besoin pour ce raisonnement. Ça pourrait être n'importe quel nombre dépendant de i, ça n'aurait aucune influence à partir du moment où on arrive à démontrer que le produit ici tend vers 0. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On remarque que toute cette quantité, c'est quelque chose appliqué à 1 sur x. C'est en fait la même chose que u puissance 2i exponentielle moins u, dans lequel on a remplacé u par 1 sur x. Et comme on fait tendre x vers 0 par valeur strictement positive, le 1 sur x va tendre vers plus l'infini, et on sait bien que cette expression ici tend vers 0 quand u tend vers plus l'infini, ça fait partie des croissances comparées de référence. Donc je mentionne que par croissance comparée, et attention, croissance comparée, on compare deux croissances, donc il y a toujours un S pour marquer le pluriel. Donc, par comparaison de deux croissances, ce produit tend vers 0. Là-dedans, on substitue à U le 1 sur x qui tend vers plus l'infini. Donc par composition de limite, on en déduit que ce produit tend vers 0. Et ceci est multiplié par cette quantité qui tend vers 1, ou disons vers PI de 0 si on n'a pas fait attention à sa valeur. Et par produit, tout ceci tend vers 0. Donc, f dérivée à im admet une limite nulle en 0 à droite. On avait déjà vu qu'il y avait la limite nulle en 0 à gauche. Donc finalement, cette fonction admet une limite nulle en 0 tout court. Ceci a été montré pour tout i dans n. Donc on a enfin vérifié toutes les hypothèses du théorème de la limite de la dérivée dans sa version c infinie. Et on peut conclure que la fonction f, qui était définie, je le rappelle, par cette formule, comme ceci, cette fonction f obtenue par un recollement est de classe C infinie sur R tout entier. Et de plus, on peut voir que pour tout i dans n, f dérivée d'ordre i en 0 vaut 0. Et au passage, évidemment ça c'est vrai pour la fonction nulle, c'est d'ailleurs ce qu'on utilise à droite, mais ça n'est pas la seule fonction. Et avant de conclure cette vidéo, je voudrais mentionner quelques petites extensions. La première est la suivante, c'est qu'en fait le polynôme PI qui semblait être compliqué, bon, oui il est compliqué, mais ça paraissait pas évident a priori qu'il y aurait une formule générale. Eh bien il y en a une, la voici.
Donc je vous laisse en exercice d'utiliser la relation de récurrence pour démontrer par récurrence que PI vaut ceci. Le polynôme P1, alors qu'est-ce qu'il vaut le polynôme P1? Qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé 1, je crois. Oui, le polynôme P1, on l'avait trouvé égal à 1. Donc vous pouvez vérifier que quand on remplace I par 1 là-dedans, on trouve effectivement le polynôme égal à 1. Pour I égale à 1, il y a un seul terme, celui pour L égale à 0. Ça fait du x puissance 0. 0 parmi 0, donc ça fait bien 1. Moins 1 puissance 0, ça fait 1. Factoriel 0 sur factoriel 0, ça fait 1. Vous pouvez voir que cette formule marche bien. Ça peut être bien de s'entraîner à vérifier ce que ça donne, de s'entraîner à faire des applications numériques, de vérifier que pour I égale à 2, I égale à 3, on trouve bien les polynômes que j'avais donnés ci-dessus. Alors j'ai mis P1, mais c'est P2. P2, on trouve 1 moins 2x. P3, on trouve 1 moins 6x plus 6x carré. De mémoire, c'était ça. Donc ça peut être un bon exercice déjà de voir que quand on remplace I par 2, on trouve bien ça, que quand on remplace I par 3, on trouve bien ça, s'entraîner à faire des applications numériques, et puis surtout s'entraîner à l'aide de la relation de récurrence, qui de mémoire devait être x carré pi' moins 2ix pi plus pi, de vérifier grâce à cette relation de récurrence, de montrer que pi plus 1 va être donné par la bonne formule dans laquelle on remplace I par I plus 1. Il y a un petit peu de travail. Mais a priori, ça devrait être tout à fait abordable. La deuxième chose, c'est que je vais parler un petit peu, je ne vais pas rentrer complètement dans les détails, mais je vais parler un petit peu de ce qu'on peut faire avec ces fonctions-là. Je rappelle que la fonction que j'avais tracée tout à l'heure avait un graphe comme ceci. C'est une fonction qui est nulle sur cet intervalle, qui est strictement positive ici. Et ça, donc, c'est le graphe d'équation y égale à f de x. Alors, notez que si on prend f de 1 moins x, on va obtenir quasiment la même chose, sauf qu'on remonte le temps. On va avoir la fonction nulle ici, et c'est en 1 que la bifurcation va s'effectuer pour avoir une fonction de ce genre-là. Et par conséquent, si je multiplie les deux, eh bien, si je multiplie les deux, je vais avoir les deux bifurcations, l'une en 0, l'autre en 1. On va avoir le produit nul ici, puis là, on va avoir une fonction qui fait un petit truc comme ça, avec un graphe symétrique d'ailleurs, ça c'est complètement symétrique par le changement x donne 1 moins x. Et donc on va avoir une fonction de classe C infinie qui est nulle en dehors du segment 0,1, qui est strictement positive là-dessus, et ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les fonctions de classe C infinie à support compact, qui sont des fonctions extrêmement importantes dans le domaine qu'on appelle la théorie des distributions. Et ça, c'est une chose qu'on étudie beaucoup dans les maths appliquées à la physique, à Bac plus 3, qu'on étudie par exemple dans les écoles d'ingénieurs, qu'on étudie dans les troisièmes années de licence. Quasiment tout le monde étudie ça à un moment ou à un autre. Les distributions étant un outil très utile en physique et très utile comme généralisation de fonctions qu'on utilise pour résoudre des équations aux dérivées partielles. Et je voudrais mentionner aussi autre chose, c'est ce qu'on appelle une fonction plateau. La fonction g qui est la primitive de g sur R nul en 0, elle est donnée par ceci. Alors je vais rappeler un peu à quoi ressemble la fonction g. Donc on voit que petit g est constante ici, est nul ici, donc la primitive que j'ai considérée va être constante. Elle va être constante égale à 0. Ici, on a une fonction petit g qui est strictement positive, donc
la primitive nulle en 0 va être strictement croissante ici. Et enfin, ici, petit g est nul, donc la fonction va être constante. Donc le graphe de cette fonction va avoir l'allure suivante. D'abord, elle va être identiquement nulle, puis entre 0 et 1, la fonction va être strictement croissante, et puis à partir de 1, elle va être constante, avec une certaine valeur c, comme ceci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une fonction plateau, de classe C infinie, où on passe donc d'un niveau à un autre, et en triturant un peu cette fonction, on peut créer des fonctions plateau de tout type, où on passe d'une certaine valeur à une autre valeur, en des bornes qu'on choisit. Et en particulier, quand on prend g, mettons, de x sur n, on va avoir des fonctions plateau. Pardon, c'est pas g de x sur n que je voulais dire, c'était g de n fois x. On va avoir des fonctions où les bifurcations se font en 0 et en 1 sur n, c'est-à-dire que le passage du niveau 0 à l'autre niveau se fait extrêmement rapidement. Et quand n tend vers plus l'infini, on va avoir comme limite une fonction qui vaut 0 ici, 1 ici, ce qu'on appelle fonction de Heaviside, une fonction plateau comme ceci, où on a un changement brusque, et ça va être une fonction discontinue. Mais ces fonctions de classe C infinie, on peut le voir, servent à approcher une fonction discontinue, et le fait que cette fonction discontinue puisse être approchée par des fonctions de classe C infinie, c'est quelque chose de très important pour un certain nombre des manipulations qu'on fait en théorie des distributions, et j'ai bien dit que je n'allais pas donner plus de détails, donc je ne donne pas plus de détails. Mais c'est pour dire que cette fonction de classe C infinie dont je viens de parler, ce n'est pas juste un exemple que je sors du chapeau pour illustrer le théorème, c'est aussi un exemple qui se révèle très important dans certains domaines plus avancés des mathématiques, y compris les mathématiques appliquées à la physique et éventuellement, à terme, appliquées à l'ingénierie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À une prochaine fois.